Alors nous sommes au tout début de cette année 2026 et pour ceux qui suivent le foot international, l'atmosphère est particulièrement chargée en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. L'équipe nationale du Sénégal vient tout juste de remporter un nouveau titre continental et normalement, quand une équipe atteint ce sommet, la suite logique, elle est assez prévisible en fait. Bah oui, on organise des parades, on célèbre les héros et surtout, Surtout, on fiche le groupe. Voilà, on se dit qu'on a trouvé la formule magique, la recette parfaite, et on s'y accroche. voilà, on change plus rien. Sauf que, dans notre exploration du jour, on va analyser une situation qui prend le contre-pied total de cette logique. Et pour ça, on se base sur un article vraiment fascinant du correspondant Sall pour Sénépost à Dakar. Un article très riche, ouais. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de faire un simple compte-rendu sportif. C'est vraiment de décortiquer la psychologie et la stratégie d'une équipe championne qui décide, de manière presque chirurgicale, d'orchestrer sa propre mutation. Et ça, au moment même où elle est au sommet. L'enjeu central de cette démarche, du coup, c'est de comprendre pourquoi une telle mutation est jugée absolument nécessaire par le staff. Exactement. Le pourquoi. Voilà. L'objectif ultime des Lions du Sénégal a complètement changé de dimension. Il s'agit plus seulement de régner sur l'Afrique. Ce qui est déjà énorme, hein. Ah, bien sûr, hein, ce titre est immensément respecté, mais c'est désormais considéré comme une base de travail. Un acquis, quoi. Le véritable regard du staff, il est tourné vers la scène mondiale, parce qu'il y a ce fameux plafond de verre historique. Le blocage des quarts de finale en Coupe du Monde, C'est ça. Un blocage à la fois psychologique et sportif pour les nations africaines. Et l'article de Sénépost met vraiment le doigt sur l'élément déclencheur, la motivation ultime, la performance historique du Maroc en 2022. atteindre les demi-finales, ça a redéfini tout ce qui était possible. Totalement. Le plafond de verre a explosé. Et pour le Sénégal, l'idée c'est de faire mieux que ce record marocain. Mais ça exige une rigueur qui frôle l'obsession. La complaisance devient vraiment l'ennemi public numéro un. C'est un changement de paradigme total. L'excuse de l'impossible n'existe tout simplement plus. Et pour mener cette révolution interne, il y a un homme au centre de tout, le sélectionneur Pape Thiaw, qu'on surnomme souvent El Thiawito. C'est vraiment sa gestion qui est au cœur de l'article de Sénépost. Ouais. Au lieu de protéger pieusement le groupe qui vient de lui ramener la coupe, il accélère brutalement le passage de témoins. La première décision forte qu'il prend, et ça m'a frappé en lisant, ça concerne la taille même de son effectif. Le fameux passage de 28 à 26. C'est ça. Lors de la campagne victorieuse de 2026, il avait un groupe de 28 joueurs. Mais pour la fenêtre internationale de mars qui arrive là, il réduit la liste à 26. Et cette réduction, sur le papier, on pourrait se dire que c'est anecdotique. 2 joueurs en moins, bon. Mais en termes de management de groupe, c'est un véritable séisme. Bah oui, parce qu'enlever 2 chaises autour de la table, c'est resserrer l'entonnoir. Exactement. La concurrence s'intensifie instantanément, le message envoyé par le staff est limpide, la marge d'erreur n'existe plus. Plus du tout. Pour espérer rivaliser avec les géants mondiaux, avoir un bon 11 de départ, ça suffit plus. La priorité, c'est la recherche d'une profondeur de banc exceptionnelle. Chaque joueur de ces 26 doit justifier sa place par une utilité tactique ou une forme physique irréprochable. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Couper des joueurs, réduire la liste, injecter une pression pareille sur un groupe qui vient de te faire gagner un trophée. C'est pas le meilleur moyen de détruire l'ambiance du vestiaire, hein? C'est le grand risque, oui. Ça ressemble presque à une recette pour créer du ressentiment en interne, non? On se dirait que la loyauté envers les vainqueurs, c'est primordial. C'est le dilemme classique du management sportif, t'as tout à fait raison. Froisser des égos, c'est un risque réel. Sauf que la philosophie de Pape Thiaw repose sur un principe clair. La loyauté aveugle, ça mène à la stagnation. Cédant, son intensité à l'entraînement, elle baisse forcément d'1 ou 2%. C'est humain. Et au niveau mondial, ces 2%, c'est ce qui te coûte ta place en demi-finale. C'est la différence entre une victoire éclatante et une élimination cruelle. Donc cette réduction, c'est une restructuration préventive. C'est fou quand on y pense. C'est un peu comme décrocher une grosse promotion dans une boîte et décider de réévaluer toutes ses méthodes de travail le lendemain matin au lieu juste de s'installer dans son nouveau bureau. C'est une excellente image, oui. Pour illustrer cette recherche d'excellence, on peut filer la métaphore du chef étoilé. Le resto vient de recevoir une nouvelle étoile, mais au lieu de servir le même menu en boucle, le chef décide d'ajouter de nouveaux ingrédients à sa recette pour aller chercher l'étoile suivante. Et l'article du correspondant Salvon met justement en lumière 3 de ces nouveaux ingrédients. 3 renforts majeurs attendus pour mars. Commençons par Andy Diouf, qui évolue à l'Inter de Milan. L'article insiste sur son rôle pour amener du liant et sur son profil box-to-box.
Un profil très spécifique et très recherché. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément dans le jargon tactique tous les jours, un milieu box-to-box, c'est celui qui a les poumons pour défendre dans sa propre surface et dans la foulée, qui se retrouve à attaquer dans la surface adverse. Et c'est exactement ce volume de jeu qui manquait parfois. Le milieu de terrain sénégalais a été pas mal critiqué pour son manque de fluidité dans les transitions. C'est vrai, on avait une défense de fer et une attaque explosive, mais au milieu. Le passage du ballon manquait de rapidité, il y avait comme une coupure. Andy Diouf, s'il confirme son adaptation en Italie, à l'Inter, c'est vraiment la pièce manquante. Le foot italien, c'est le temple de la tactique au milieu. C'est clair. Il va apporter cette double dimension. L'impact physique pour gratter des ballons et la finesse technique pour relancer hyper proprement vers l'avant. Donc on renforce le moteur de l'équipe. Mais si on suit cette logique de construire une vraie machine de guerre, il faut aussi solidifier les fondations. Ce qui nous amène au deuxième profil souligné par Sénépost, Nobel Mendy, qui joue en Espagne au Rayo Vallecano. Un choix très intéressant. Sur le coup, on pourrait se dire, pourquoi aller chercher un défenseur en Espagne? C'est un championnat réputé pour son jeu offensif, la possession, pas forcément pour ses grandes batailles défensives, si? Alors c'est un paradoxe passionnant. Justement parce que la Liga est super technique et très portée sur l'attaque, les défenseurs qui y performent développent une intelligence de jeu supérieure. Ah, je vois. Face à des attaquants ultra vifs et des équipes qui font tourner le ballon sans cesse, un défenseur en Espagne, il ne peut pas juste compter sur son physique de déménageur. Il doit anticiper, lire les trajectoires, comprendre parfaitement le placement des autres. C'est le cerveau avant les muscles. Exactement. Et cette rigueur tactique, acquise au quotidien au Rayo Vallecano, c'est ce que Pape Thiaw veut injecter derrière. Il veut une défense capable de s'adapter à tous les styles mondiaux, pas juste une muraille physique. Donc des cerveaux tactiques. Et puis, au bout de la chaîne, il y a la question de l'efficacité pure. Le troisième renfort mentionné dans l'article, c'est le grand retour de Bamba Dieng, de Lorient. Très attendu, oui. L'article sort une stat qui, franchement, clôture le débat. Actuellement, Bamba Dieng est le meilleur buteur sénégalais avec 11 buts en 14 matchs. 11 buts en 14 matchs, c'est énorme. C'est phénoménal. Mais au-delà des chiffres, en quoi ce profil de finisseur pur est-il si vital quand on arrive dans des matchs couperés de Coupe du Monde? Parce qu'à partir des huitièmes ou des quarts de finale d'un mondial, la physionomie des matchs n'a plus rien à voir. Tu vas pas dominer ton adversaire pendant 90 minutes. Tu vas souffrir. Hein. Tu vas souffrir et tu auras peut-être que 2 véritables occasions dans tout le match. À ce moment précis, t'as pas besoin du joueur qui fait le spectacle ou qui dribble 3 mecs. T'as besoin d'un tueur devant le but. Le mec qui la met au fond à la première occasion. C'est ça. La confiance d'un buteur, c'est irrationnel, mais c'est fondamental. Un gars qui tourne à 11 buts en 14 matchs, il a la dynamique. Le ramener, c'est s'assurer d'avoir l'arme fatale pour transformer une demi-occasion en but décisif. Et ce qui rend la méthode de Pape Thiaw encore plus fascinante, c'est la guerre psychologique subtile qu'il mène en coulisses avec tout ça. Au-delà de ces 3 noms, l'article parle des surprises du chef, des noms de jeunes joueurs qui filtrent dans la presse. Oui, on parle de Lamine Sy à Auxerre, de Mamadou Diarra à Bruges. Issa Soumaré au Havre. Laisser fuiter ces noms-là dans les médias à ce moment précis, c'est pas un hasard, on est d'accord. Ah non, pas du tout. C'est un outil de management redoutable. En gardant ces jeunes profils dans le viseur public, il installe une sorte de pression fantôme sur les titulaires actuels. Une épée de Damoclès. Voilà, le message implicite, il est dur. Il leur dit « Je scrute l'Europe entière, et si vous baissez la garde d'1 millimètre, un gamin de 20 ans qui joue en France ou en Belgique prend votre place demain matin. » Fini le statut d'intouchable. Seule la performance du moment compte. L'intensité à l'entraînement reste maximale grâce à ça. Et c'est là que notre exploration prend une tournure franchement implacable. On a parlé des arrivées, des jeunes qui ont faim, mais mathématiquement, si on passe de 28 à 26 joueurs et qu'il y a des nouveaux qui rentrent, il y a des têtes qui vont tomber. Il fait la fameuse zappée, ouais. Et pas n'importe quelle tête. L'article lâche une vraie bombe. Sur les 28 joueurs récemment sacrés champions d'Afrique, 6 d'entre eux pourraient être purement et simplement écartés en mars. 6 champions d'Afrique virés. Couper 20% d'un effectif juste après un sacre, c'est rarissime dans le sport de haut niveau. C'est d'une cruauté absolue. C'est la loi de la jungle. Mais la logique du staff derrière cette purge est très précise. Les critères sont clairs. La méforme physique sur la durée, bien sûr, mais surtout l'exil vers des championnats jugés moins compétitifs, ou le manque de temps de jeu dans les grands clubs. La liste des joueurs menacés donne le tournis. On parle de Mamadou Lamine Camara à Al-Ahly en Libye, Cheikh Tidiane Sabali à Vancouver, Ousseynou Niang en Belgique, Chérif Ndaye, et même Boulaye Dia à la Lazio. C'est là que ça devient intéressant. Mais soyons honnêtes, Boulaye Dia, il est à la Lazio en Italie. Sabali est en MLS.
Est-ce que ce sont vraiment des ligues si faibles qu'elles justifient de virer des champions d'Afrique? Alors le jugement du staff, c'est pas forcément sur la faiblesse globale de ces ligues. C'est sur l'intensité requise pour gagner une Coupe du Monde. Jouer en Libye ou en MLS, ça demande du talent, évidemment. Mais le rythme hebdomadaire, la vitesse d'exécution, la violence des impacts physiques, c'est pas la Ligue des Champions. T'as un peu plus de temps pour jouer. C'est exactement ça. Le staff part du principe que si un joueur prend l'habitude d'avoir une seconde de plus pour contrôler son ballon le week-end, cette seconde d'hésitation, il va la payer cash face à un milieu brésilien ou français. Ça pardonne pas. Et pour Boulaye Dia? Pour Boulaye Dia, à la Lazio, c'est plus la dynamique individuelle et la capacité à s'imposer sur la durée qui sont scrutées. Le coup-près tombe sans pitié sur l'autel de la compétitivité. C'est un rappel brutal. Dans n'importe quel domaine ultra compétitif, le succès d'hier n'achète aucune sécurité pour demain. Aucune. Alors, avec un vestiaire potentiellement secoué par tout ça, le coach a besoin d'un vrai crash test pour valider ses choix. Et ce laboratoire, c'est la fin du mois de mars. L'article détaille le programme. Le 27 mars, un match contre le Pérou sur terrain neutre en France. Et le 31, la réception de la Gambie à la maison à Dakar. C'est un chef-d'œuvre de préparation, ce calendrier. Commençons par le Pérou. Ouais, pourquoi le Pérou? Affronter une nation sud-américaine, c'est affronter la grinta. C'est un foot fait de malice, de provocation, de duels physiques incessants. Et c'est très technique en mouvement. Très perturbant. Et le fait de jouer en France, ça annule l'avantage du terrain. Ça permet de tester la résilience de la nouvelle défense, potentiellement avec Nobel Mendy, dans des situations très inconfortables. C'est une vraie simulation du 8e de finale de mondial. Un vrai match piège, quoi. Pas juste un amical de gala. On va voir si le milieu avec Andy Diouf tient le choc sous la pression. Et une fois ce test passé, hop, retour à Dakar pour la Gambie. Et là, on change de monde. Totalement. Là, on rentre dans le test psychologique pur. La ferveur du derby. T'arrives devant ton public avec l'étiquette de champion, tu joues un pays voisin, la Gambie, qui va venir avec le couteau entre les dents pour faire tomber le roi chez lui. La charge émotionnelle va être immense. Et en enchaînant ces 2 matchs en 4 jours, Le changement de climat, l'alternance radicale de style de jeu et la pression populaire. Fin mars, Pape Thiaw saura exactement si ses 26 soldats ont les épaules pour le record marocain. C'est le moment de prendre un peu de recul sur tout ça. Si on synthétise ce qu'on a vu avec cet article de Seine-Post, la stratégie du Sénégal est claire, mais elle est d'une audace folle. Pour passer de la domination africaine à l'élite mondiale absolue, le sélectionneur fait le choix de bousculer une machine qui gagne. Oui, Il n'hésite pas à virer des cadres victorieux si leur environnement décline pour faire place à des gars comme Diouf, Mendy ou Dieng, qui amènent de l'impact et une efficacité clinique. et ça demande un courage managérial vraiment remarquable. La tendance naturelle de l'être humain, c'est de protéger le statu quo quand ça marche. Surtout que la presse te rate pas si tu casses un truc qui gagnait. Ah, ça, au premier faux pas, c'est la crise. Mais anticiper le déclin, c'est la marque des grands stratèges. Créer cette instabilité dans un groupe repu de succès, c'est la seule méthode prouvée pour relancer la fin de victoire. C'est la base de l'évolution au plus haut niveau. et ça, cette réflexion sur le courage managérial, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste pour clôturer notre analyse. C'est un concept qui traverse toutes nos vies, finalement. On vient de voir qu'une équipe championne est prête à écarter 20% de ses membres victorieux juste pour franchir un nouveau cap. C'est ça. Quand on y pense, dans quelle mesure notre propre instinct de conservation nous freine-t-il au quotidien? Que ce soit dans nos carrières ou nos projets perso, le fait de s'accrocher désespérément aux méthodes ou aux routines qui nous ont apporté notre premier grand succès, est-ce que c'est pas précisément ce qui nous empêche d'atteindre le niveau supérieur? C'est la vraie question. Faut-il parfois avoir le courage de détruire sa propre formule gagnante pour espérer toucher à l'excellence absolue? C'est une réflexion fascinante à garder en tête. Merci de nous avoir accompagnés pour cette plongée au cœur de la stratégie et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée de l'actualité.